Bonsoir à tous, Radio Palombe en ce mardi 15 octobre. On va commencer tout de suite par le dicton que nous a préparé une auditrice. En cette Sainte Thérèse d'Avila, un miracle fera et l'oiseau passera. Mais le miracle, il n'y a pas eu. Ces palombes, évidemment, il y avait du vent à l'altitude. Et il semblerait qu'elles aient buté, elles soient revenues en arrière. C'est ce qu'on nous a confirmé du côté de l'écumérie. Et ça n'arrange pas les affaires de nos chasseurs. Allez. On y va. L'automne, c'est la fameuse palombite, comme on dit, cette grosse maladie qui faisait fermer les usines, qui met des arrêts de travail aux gens qui travaillent, qui font fermer les commerces, etc. Le temps que les palombes passent, qui dit palombe, dit alouette, dit châtaigne, cèpe, bourrette et bien d'autres choses qui accompagnent, avec un paysage magnifique qui change tous les jours, qui passe du ocre au rouge, au vert, au marron, et pour voir enfin ces arbres se dénuder en attendant le printemps. Et pendant ce temps-là, la vie est un long fleuve tranquille, on a la tête qui est vers le haut et on attend les dames bleues, maîtresses passagères de l'automne. Ça répond pas beaucoup, Alain. Mais ils ont pris de l'âge, soit ils sont sourds, soit ils sont en train de travailler un vol. Il faut prévenir avant d'arriver. Faut prévenir, il y a peut-être un vol qui est posé. Et comme le but du jeu est de faire descendre la palombe sur un sol où sont posés les filets, ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre 2 heures. Et le moindre craquement de brindilles ou bruissement de feuilles peut les faire partir. Alors, il faut avoir la plus grande prudence. C'est l'aube du grand jour, là. C'est l'aube du grand jour, la Saint-Luc, le grand truc, et c'est un pèlerinage. C'est dans la palombière des débuts. De mon enfance, ma première palombe, il y a 30 ans. Et ouais. Et là, on va retrouver le père. On va retrouver mon père, puis mon fils, et Promélie, la petite. C'est chouette. On devrait faire tomber la Saint-Luc le mercredi, quand même. Ça serait bien, oui. Jour de congé obligatoire pour les enfants du Sud-Ouest. Ouais. Oui, c'est une date sacrée. C'est notre Noël à nous, ou notre Pâques, ou 11 novembre, ou 14 juillet. Regarde Patrice, comme il est beau. Mais je peux te dire qu'on va te faire un coup de filet, on va être sur le journal. Ah, elle passe avec le vent, elle passe comme des boules de canon. Hein, oui, mais t'as vu Elle passe le truc, hein. Ouais, avec le vent qui fait, c'est pas étonnant. Hein. On est là depuis 15 jours. Et c'est les palombes, tu ne vois pas, tu ne regardes pas. Tu dis quoi, sur des conneries, là. Je ne saurais pas dire à quel âge il est venu. Ce que je saurais dire, c'est qu'un jour, Alain était gamin, il y avait des palombes posées, Galette et mon frère Claude étaient partis pour tirer les palombes au fusil. Et le morpion, qui disait rien, avec sa carabine, il a suivi. Mais il était... Là, il avait 8 ans à l'époque. Hein. 12 ans. Et 12 ans, j'avais. Et alors, mon frère Galette tire. Et le morpion qui avait rien dit, poum, avec sa carabine, il descend la sienne. Mon frère a été abasourdi. Hein. Et 12 ans, je ne sais pas si tu avais 12 ans. Je pourrais dire à quelle branche je l'ai. Ah oui, c'est à l'entrée là-bas. Je pourrais dire à quelle branche je l'ai. Il y a combien de kilomètres de couloir? Ben, il n'y a pas des kilomètres, mais il y a au moins 400 mètres de couloir. On met de la mousse sur le dessus parce que c'est très joli.
Et on bouche les trous avec de la brande et surtout de la fougère. Et C'est un travail de toute l'année? Oui, oui, pour ainsi dire, oui. Il faut vraiment être à la retraite pour faire un travail 15 pareil. octobre 113, Oskish 23, Gatégorena 15. À l'Antabat, on a pris 20 palombes aujourd'hui. À l'Anne, 62. Et à l'Écumbéry et à Béorlegui, aucune. On rappelle la météo de demain. Celle qui va se trouver rapidement avec des pluies qui arrivent sur l'ouest. Regarde, regarde là-bas, là-bas, là-bas. Chaque appelant porte un nom. Quand on te dit donne le Claude, donne le Robert, donne le Cousteau, donne la Poste, le collègue qui est à côté voit en même temps que vous. S'il y en a qui s'appelle Robert. Il y est. Et là, c'est quoi ses qualités? Ses qualités, c'est qu'il est devant, comme tous les daroses d'ailleurs. Il est devant, il est allé au nord, juste à l'endroit du passage, ainsi que Claude, le patron de la cabane, bien entendu. Les voilà les deux. Alors on tire Claude et Robert. Et Yvan, c'en a un qui a un beau ramage. Yvan, il est juste à côté. Il est juste à côté. Et pour son ramage. Pour son ramage, oui. Son plumage aussi. Je vous salue, merci. Robert et Yvan, ça fait combien de temps que vous chassez ensemble? Avec Robert? Ouais. Oh. Je ne sais pas. Mais il vaut mieux pas le dire parce que ça va nous vieillir. Elle est con, là. Ah oui, Quand presque. des poulets taqués dans la gueule, il fait... Oui, oui. On Et quand je prenais on l'appelait cul de poule. et quand je prenais les trois d'arrose Quel en suivant, attends. les trois d'arrose en suivant, hein, et le branler, à chacun. Ils sont mauvais, c'est haricots. Oui, ils sont bons. J'allais le dire, tu m'as coupé la parole. Mais je suis le plus âgé quand même ici, j'ai le droit. Alors, pas de palombière, c'est quoi, traditionnellement? On commence par une bonne soupe. Le plat principal, disons les bons haricots avec la saucisse ou un confit dedans, et puis voilà. Hein. Puis après le repas, on mange quelques châtaignes. C'est avec la confiture de prune, la prune dente, faite par la grand-mère. Hein. Voilà, ça s'arrête là. Hein. Le café, bon, ici, ils ne boivent pas d'Armagnac parce qu'ils sont sérieux. Hein. Ils chassent. Il y a tout le temps du monde dans la palombière? Oui, du monde, c'est rien, ce sont des invités, c'est des amis qui viennent. Mais nous, quand on a essayé de construire ceci, mais on était 4 dernièrement, là, il y a à peine, même pas 2 heures, 1 an et demi, on était 4 à chasser. 4 qui étaient régulièrement ici à la palombière, dont un qui est mort, il avait 54 ans, il est mort il y a 1 an, hein, et il a voulu se faire incinérer, on a les cendres dans la tête, ça m'a fait... Dans la palombière? Ah ouais. Si on vient toujours, bien qu'il soit très seul, ça nous fait quelque chose, mais on continuera à chasser rien que parce qu'il est là. Baragouine, ce qu'il veut, moi je fais. Ça, c'est la jeune pucelle, ça. Il a encore la voix aiguë? Allez, Maximin, fais le... C'est très bien. Les vascons sont génétiquement programmés pour cette palombite? Certainement. Certainement. On chassait la palombe du temps de Gaston Phébus. Donc c'était il y a longtemps. Je pense que toute personne vivant l'environnement et la culture qu'il y a à un endroit donné se doit d'épouser pour être bien intégré. Ce qui se passe dans le pays, c'est la palombite. C'est les yeux rivés vers les cieux.
à tous, Radio Palombe. Gilbert, c'est l'attraction de l'auberge, quoi. Comment il est arrivé là? Ben, Gilbert, ses parents avaient mal fait le nid, donc le nid a un petit peu basculé. Je suis allé les récupérer tous les deux, lui et sa sœur. Et donc je les ai nourris à la seringue, petit, comme je fais avec les palombes. Sa sœur est morte. Et lui est resté là, derrière le bar, à rentrer, sortir, faire le petit chien, quoi. Le pompon aujourd'hui, à Naples, on a pris 50... Gilbert, c'est le frangin, c'est pas pour le salmi, lui. Oui, Ouais. Allez, un vin de payer, on enlève. Alain, sur votre carte, on peut lire que vous êtes aubergiste rural. Ça signifie quoi, aubergiste rural? Aubergiste rural, c'est un aubergiste qui assume sa ruralité à 100%, c'est-à-dire vivre à la campagne, vivre au pays, vouloir le faire vivre, proche des producteurs, et en essayant d'être en harmonie totale avec tout ce qui l'entoure, dans la nature, et le plus possible avec les gens. Bon, ça, c'est l'haricot sec que tu as ramassé ces jours-ci. Oui, Et là, on que j'ai enlève les gousses. ramassé la fin de la semaine dernière. Je les ai fait sécher. Là, les gousses commencent à s'ouvrir, alors on va le presser un peu. L'aubergiste rural se doit d'être un paysan de fin de chaîne. C'est-à-dire que le paysan produit quelque chose de qualité, à moi de le transformer, sans renier ce produit, sans le détériorer par de quelconque préparation qui pourrait masquer le produit. Donc je ne suis que la finalité d'un travail qui a été fait à l'aval. Ah oui, oui. Oui, 3 fois. Alain, ça va devenir Ça quoi se passe par la où magie de la cuisine, ça? Par la magie de la cuisine, c'est l'élément indispensable de la garbure béarnaise, évidemment. Bon, on peut en faire la habolade, qui est un peu notre cassoulet. Pour la palombière, pour mon petit papa, ben, je vais lui faire une salade de haricots maïs et de l'andouille, et un peu de jambon, andouille béarnaise aussi, et un peu de piment, du piment cru, salade tiède, comme ça c'est très très bon. C'est vraiment un haricot succulent, peau très fine, un goût chlorophylien, qui lui est conféré par la promiscuité avec le maïs, quoi, qui lui donne on va dire une double protection contre les rayons de soleil. Et moi, je l'adore. Mes arrière-grands-parents en cultivaient déjà. Ah ouais. Ça a toujours été... c'est une tradition, ça accompagne beaucoup de plats. Allez, tamisage. C'est une production qui est en respect avec l'environnement. C'est pas une production qui est matraquée en fertilisation. C'est une production qui est suivie à la main, donc c'est un travail carrément différent, qui est plaisant. On sème d'abord le maïs et on sème le haricot entre les grains de maïs, à 70 cm à peu près d'espace. Le haricot s'enroule autour du maïs. Le maïs sert de tuteur, quoi. Le haricot peut des fois monter jusqu'à 2,50 m et ça arrive qu'il passe d'un pied à un autre. En général, le premier ramassage se fait en bas, après ça fait au milieu et en haut, quoi. Ce qui vous attire chez un producteur, c'est sûrement beaucoup plus la qualité que la quantité. Qualité, quantité, c'est le gros dilemme. Il y a des gens qui veulent attraper sans palombe, sans classe. Moi, je préfère en attraper une et m'être battu avec elle, non pas contre. Un paysan qui produit la qualité n'est pas forcé d'en produire énormément pour pouvoir vivre. Produire plus une très bonne qualité va baisser les cours. Vulgariser un produit, ça n'est pas très bon aussi. Alors tout ça, c'est plein de pièges, qualité et quantité. Il faut savoir où on met les pieds, quoi. Qualité au détriment de la quantité, et pourtant on vous entend dire du bien du maïs.
Le maïs est un ami, c'est un ennemi. Le maïs a complètement bouleversé ces 30 dernières années tout un biotope. Les drainages ont fait que l'eau s'évacue très vite, les haies ont sauté. Et pourtant, le maïs est omniprésent dans la parfumerie, dans le textile. C'est l'or jaune d'un Béarn et d'une Aquitaine, on va dire. Et je dirais que trop de maïs va tuer le maïs. Il va falloir que l'agriculture, mais pas que le maïs, commence à réfléchir très sérieusement pour protéger l'environnement en général. Je sais aussi pourquoi vous aimez le maïs. Parce que vous êtes champion du monde. Champion du monde d'escoupite de maïs. Ah, je crache loin. C'est moi le recordman du monde du cracher. Non, mais c'est drôle. C'est drôle, c'est une compétition sympathique. Enfin, on trouve n'importe quel prétexte pour faire la fête. Et c'est vrai que, bon, on ne se prend pas au sérieux. On devient champion du monde avec un petit peu d'entraînement. Et je suis beaucoup plus fier d'avoir été vice-champion du monde des roucoulaires de Palombe. Il faut un grain le plus gros possible, le plus lourd possible, le plus rond possible. Celui-là est bien. Avec celui-là, on peut détenir un record du monde. Un bon record, c'est une quinzaine de mètres? Je crois que c'est à 11 mètres et quelques. Mais cette année, je sens bien. Les vents sont bons? Les vents sont bons. Le meilleur, c'est 12-14. C'est bon? Encore. Vas-y, crache. Plus loin. Oh, ouais. Secondes, 56. Allez. On y va. Allez. Ouh, 45-97. Bébé. Bon, des tas de fêtes sont organisées à la campagne. Bon, sur n'importe quel thème. Ça peut être la palombe, ça peut être le maïs, ça peut être le haricot, bien autre chose. Certains jeux, on va dire, de société, comme les quilles. C'est du folklore ou c'est réel? Folklore, absolument pas. Il faut les voir jouer. Ils sont extrêmement appliqués. Non, c'est du sérieux. Et ceux qui pratiquent la quille de neuf, c'est vraiment quelque chose de très, très sérieux. Il y a 9 quilles? Il y a 9 quilles, dont une boule. Ouais. Une boule à noyer qui varie autour de 6 kg, 6 kg de sang. Et des quilles en mètres, de 97 cm de haut, et qui pèsent environ de 3 kg. Il faut être béarnais ou gersois pour comprendre comment ça marche? Sûr. Alors là, c'est très difficile. Avant de comprendre le jeu et de le voir, de bien le comprendre, c'est très dur. Ça change sans arrêt les figures. Il y a 12 figures à chaque... c'est vachement compliqué. Alors, tape et fais cela. Par contre, il faut plier les genoux un peu. Ah oui, d'accord, il faut que la boule reste là, d'accord. Mais j'étais très mal placé. Et Darroze, il y arrive un peu ou pas? Déjà, regardez, vous pouvez passer plusieurs mois ou avant de comprendre bien le jeu. Oui. Et alors, avant de l'apprendre, de bien jouer, c'est très dur. Il faut être né béarnais, quoi. Oui, même et doué. Il n'y en a pas tellement. Ça. Tu nous aides ou tu fais semblant, là? Ouais, alors en cette saison, c'est quand même assez touffu, hein? Bon, enfin, la nature est généreuse, pas vrai, Alain?
Tu veux mélanger rouge et le vert? Ouais. J'ai On va besoin le des trier deux. après. C'est un piment extraordinaire, un piment doux d'abord. Il n'est pas du tout piquant. J'ai horreur du piment piquant. Hein. Je ne me croquerai en rien un piment fort. Ça va très bien avec le haricot maïs, ça va très bien. En piperade, hein. Il n'y a pas un seul jardin au Pays Basque qui n'ait pas ces quelques pieds de piment doux. T'es béarnais, toi? Oui, j'avais du Béarn, oui. C'est un Vascon. Mets-toi à côté de lui pour qu'on voit la différence. Il y a une différence entre un basque et un béarnais? C'est la Vasconie. Tous les deux, on est frères. La Alors, Vasconie. Il n'y a pas de différence entre nous. Mais non, c'est vrai qu'il y a des différences. Il doit y avoir des différences morphologiques. Regardez-moi, ce front haut, ce chanfrein. Je suis moitié périgourdin, alors, tu sais. C'est la Vasconie. L'étymologie de Vasconie, c'est David ne me pique pas. Gascogne et Basque. Son amarrage, je sais. La Vasconie, ça va de Agen-Bordeaux jusqu'à presque Toulouse, ou Toulouse même, en descendant jusqu'à Saint-Sébastien, Pampelune. C'est une région où il y a tout. Il suffit qu'on soit à quelques kilomètres éloigné de l'océan pour qu'on se retrouve à quelques kilomètres de la montagne, alors qu'on est en pleine campagne, soit un petit pays vallonné, soit en plein dans les Pins des Landes ou bien ailleurs. C'est un pays formidable. Un pays de cocagne. Pays de cocagne, oui, oui. Je vais faire un salmi de palombe, un grand classique dans le sud-ouest. Hein. Plat rural? Plat rural, plat de saison, plat d'automne, plat de chasse et plat culturel, intrinsèquement culturel et indigène. C'est des produits qui viennent d'ici, pour la Et tout plupart. vient de la région, on n'a qu'à se baisser, je dirais presque. Tout ce que le bon Dieu a pu créer pour nous faire plaisir. Donc une belle palombe qui a été tuée par un copain à moi. Un autre copain m'a ramassé les champignons. C'est pas que je sois feignant, mais je n'en ai pas trouvé. Alors, j'ai des cèpes splendides. J'ai des girolles. C'est une recette de grand-mère, de grand-père. Dans la famille Darro, c'est difficile de dire, d'ailleurs. Ben oui, recette de grand-mère et de grand-père obligatoirement, et même des deux côtés. Du côté de maman aussi. C'est vrai que la palombe, elle fait partie de la famille, hein, depuis des générations. Et on sait bien la traiter. Gilbert qui nous regarde, là, ça ne gêne pas, tout ce qu'on Gilbert, raconte? il s'en fiche. Il s'en fiche complet, il a l'habitude. Un cuisinier béarnais fait la cuisine, il n'a pas de toque, il a un béret? Ah, alors le béret, c'est un signe extérieur de richesse culturelle. C'est aussi une étiquette de label, une garantie de provenance. Vous êtes partisan de faisander les palombes? Faisander, non. Non, une palombe doit se manger fraîche. Moi, celle que j'aime, c'est le souvenir d'adolescence. Tuer la palombe à 10 h le matin, la choisir à la palombière de mon oncle et de mon père. Choisir la jeune palombe que je vais manger le midi. Alors, la petite sans collier, toute tendre, qui va passer 10 minutes sur le grill en crapaudine, et c'est vraiment un régal. C'est une cuisine de souvenirs que vous cherchez à faire? C'est une cuisine de souvenirs. Ce qui me ravit, c'est que je ravive des souvenirs chez les gens. Donc ça, c'est déjà un pari gagné. Le copain, il ramasse pas comme moi, hein, parce que moi, je laisse les épluchures dans la nature. Il faut que ça se recycle. Tandis que là, ça va partir à la poubelle, et là, moi, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de la viande dedans, déjà? Il y a un petit peu de viande, oui. Ça grouille, il y a eu quelques pontes. C'est pas grave, c'est pas méchant. Ça fait des siècles qu'on en mange. Ça donne du goût? C'est le secret de la cuisine de l'As? Non, c'est pas un secret, c'est naturel. Ça se garde combien de temps, des champignons? Le champignon doit se manger le plus rapidement possible. S'il peut passer en moins d'une journée de la terre à l'assiette, c'est un pur régal. Souvent, les gens ne mangent pas des cèpes sautés à l'ail, ils mangent de l'ail sauté au cèpe. Et parfois, l'ail crame, il n'y a pas le goût de cèpe, il y a un goût d'amertume, d'ail cramé qui donne une forte amertume, ce qui n'est pas du tout bon, quoi. Donc l'ail au dernier moment, c'est ça? L'ail au dernier moment est très peu.
mangeons du cèpe pour ce qu'il est, c'est-à-dire du cèpe, quoi. J'ai mis un petit peu de graisse de canard. C'est un peu notre huile, notre beurre. On l'entend chanter, là. C'est normal, c'est un pays de chansons. La graisse chante et elle va faire roucouler les palombes de plaisir. Vous ne montrez pas de blanche pour entrer dans votre auberge. Il ne faut pas être écolotriste, il ne faut pas être grognon. Ça signifie quoi, tout ça? Bon, ça, ce sont des petits clins d'œil, des boutades. Mais c'est vrai que c'est surtout interdit aux grognons chez moi. Je n'aime pas les grognons et les gens de mauvaise foi. Voilà, les copains. Je vous ai mis la palombe en salmi et voici le salmi de palombe. Alors, le salmi de palombe, c'est celle que j'ai rôtie tout à l'heure. J'ai fait réduire la sauce ici et c'est servi avec le mélange de champignons sauvages avec les piments de notre ami Eric. Votre vie de loisir, la nature et votre vie professionnelle, l'auberge, ne sont pas vraiment séparés. La vie de loisir dans la nature, la vie de loisir dans l'auberge, c'est exactement la même chose. Tout est plaisir, tout est loisir. Si j'avais un client, il ne faut pas que ce soit forcé en ce qui me concerne. S'il arrive chez moi en reculons, je n'en veux pas. Je veux lui offrir du plaisir, mais s'il le veut bien. Donc je me fais un plaisir de lui donner du plaisir. C'est une certaine générosité, une générosité générale que l'on a quand on est cuisinier. C'est apporter du bonheur aux autres. Ce bonheur que j'essaye de transmettre depuis la nature, parce que c'est la nature qui me donne ce bonheur. Et puis c'est mon quotidien, c'est mon jardin, c'est mes enfants. C'est très très bon. E chieder sutambero, esqualun bihotza coro, gudukari ditengero, milakaga egunero. E chieder sutambero, esqualun bihotza coro, gudukari ditengero, milakaga egunero. Hoppa. Allez, les dernières, on y va, hein? Tu fais la soupe, père? Alain, c'est pas pour la cuisine, ça? Non, c'est pour terminer la palombière. C'est une palombière toute neuve. Et donc on va les traîner. Et il reste encore quelques petites finitions. Les humains ont mangé? Ben, on peut manger la crosse quand elle sort de terre au printemps. C'est sympa, à la vapeur, en salade, simplement revenu au beurre ou à la graisse de canard, avec un petit peu de gésier. Très bon. On va aller finir cette cabane. On vous voit de temps en temps regarder vers le haut, là, vous guettez? Obligé. On attend les prémices. Les prémices, la petite chose qui va nous dire demain, peut-être. Ouais. Celles-là sont trop hautes. Ouais, c'est très très haut. C'est des palombes qui passent juste sur la palombière. Il y en a 150, 200, je pense, ouais. On a l'impression qu'elles vont taper dans la montagne. Ouais, mais là, c'est l'influence du vent du sud. Ça annonce peut-être la pluie pour dans 2 jours. Par vent du sud, on a l'impression de toucher les montagnes. C'est un décor fantastique. C'est ça, la vie à la palombière, c'est de regarder, de rêver, de partir avec elle? Personnellement, oui, j'aimerais partir avec elle. Il y a cette vision des choses d'en haut qui doit être fantastique et cette grande liberté malgré la traque, quoi. Hein. Elle rentre dans la montagne. Accessoire, ouais. Allez. La chasse à la palombe, ça n'est pas quand on veut, c'est quand elle veut. C'est quand on peut, mais quand on peut, c'est pas forcé qu'elle veuille. C'est comme ça, c'est un oiseau très, très capricieux. On ne se méfie jamais assez de ce qu'une palombe peut être capable pour ne pas venir ou pour ne pas se laisser séduire. C'est pas une fille facile, la palombe. La palombe a une acuité visuelle très très développée. Donc, elle a l'oreille, hein, aussi.
Mais il faut être bien camouflé, même quand on est habillé de couleurs sombres. Parce que le moindre mouvement, s'il est éclairé, surtout ici avec le soleil d'est, ça la fait fuir, quoi. Il suffit d'une palombe qui ait un peu peur pour qu'elle fasse partir tout le reste du vol. Ça pète à grand fracas, comme l'on dit. C'est assez spectaculaire, d'ailleurs. Aussi spectaculaire que quand elle pose. Quand c'est une grosse volée. Enfin, là, on est dans le domaine du rêve. Elles ne sont pas encore là, hein. Tiens, t'as 3 petits morceaux pour colmater là-haut. Faire une cabane, c'est se rappeler qu'on est enfant de la nature et qu'on est enfant tout court. C'est un grand plaisir. Allez, encore. Attends, laisse-moi rafistoler ici d'abord. Ouais. Tiens, je t'en mets un peu pour le haut. Quand vous avez imaginé la palombière, vous étiez palombe, vous voliez au-dessus pour savoir comment c'était fait? Vu d'en haut, quand j'ai monté les mécanismes pour les palombes, j'ai vu ce moutonnement de verdure, là. Et je présageais que c'était un bon endroit, quoi. C'est bien recouvert partout, bien verdoyant, avec ces arbres élancés qu'il y a au milieu qui servent de perchoir. C'est très joli, très joli. C'est un spectacle magnifique quand elle se pose. C'est comme les avions, hein, elles vont se poser face au vent. Et l'arbre idéal de pose, ce sont ces 5 grands chênes américains, là, ces grands flinguettes, où elles se posent un peu en sentinelle, quoi, pour voir s'il n'y a pas de danger, etc. Qu'est-ce qu'ils ont vu hier? T'as regardé? Non, hier, je n'avais pas regardé. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu grand-chose. Là, on a vu de vol, hein. Pays Basque, ciel bouché, pas de passage. Bon, vous avez compris le coup. On n'a rien vu. Ça fait sur tout le sud-ouest à peu près 15 000 palombes comptées. Hein. Et on est au 12. Mais c'est aujourd'hui que ça va commencer. Voilà, ça se découvre. Les enfants, on peut se préparer, on va voir les premières. J'en suis persuadé. Ça fait combien de jours que vous êtes persuadé de voir les premières? Non, mais tous les jours, ça fait 12 jours. Hein. Lorsque les palombes sont dans la proximité immédiate de la palombière, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un battement de cœur d'abord, dans nos petites poitrines. Et c'est comme quand on voit une belle fille, quoi. Est-ce qu'elle est pour moi, est-ce qu'elle n'est pas pour moi? Je sens mon jeu de séducteur par un jeu de pigeons, par un jeu de palombes qui sont dans les arbres. Je tire sur mes ficelles et en espérant qu'elles virevolteront dans le ciel et plongeront sur ma cabane. Si elles plongent un peu loin, si elles posent un peu loin, ben là je me mets au poulet, j'essaye de les faire venir d'arbre en arbre jusqu'à ce que j'en ai à portée de fusil. Il y en a 2 posés ici et il y en a 4 là-bas. Putain. Dommage. Et c'est quoi ça? Un piquet pêche. Quand tu fais comme ça, tu l'entends. Tchouk, tchouk. C'est important pour vous, la transmission? La transmission, c'est très important. Maximin chassera pas, peu importe. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ait ce déclic et ce contact avec la nature. La chasse, c'est pas une fin en soi, c'est la mort de l'animal, tout ça. Bon, à la limite, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est une osmose totale. On vit dans la nature, il faut la connaître. Et à partir de là, on peut se servir raisonnablement, en respectant le tout.
C'est les champignons, c'est les quelques baies, c'est la chasse, ou si vous se contentez de faire des films ou de la photo, ou des aquarelles, j'en serais ravi, quoi. Innocible lame terreuse. Eh bien, apparemment, ça n'est pas là. Il y a des champignons qui peuvent faire du mal? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent donner des maladies. Oui. Ils peuvent... On dit qu'ils sont quoi quand ils sont comme ça? Il y a les comestibles et les autres, ils sont... Vénéneux. Ils sont toxiques. Ouais. Et ça peut donner des maladies, puis ça peut faire très très mal. Un gros mal. Et on peut mourir peut-être. On va chercher des... Tu me prêtes ton bâton? C'est plutôt une chance de vivre cette ruralité, de se donner les moyens de la vivre. Il faut se donner les moyens, c'est quelque chose de difficile. Je n'y arrive pas, je dis franchement, c'est pas rose tous les jours. Mais le moindre rayon de soleil, ben, ça ravive les cœurs et ça donne du peps pour parfois des semaines. Papa, c'est quoi ça? Tiens, regardez les enfants. C'est quoi ça, Romélie? Une limace. Une limace? Eh bien non, c'est 2 limaces. C'est ce qu'elles font là? Non. Monsieur, comme pour le chien, il met le zizi dans le ventre de la maman. C'est des limaces qui font l'amour. Alors pourquoi elles font ça? Simplement pour s'amuser? Non. Pour faire des bébés. Voilà. Et des bébés qui vont faire quoi après? Qui vont aller manger tous les champignons que tu vas vouloir ramasser. Ouais. Et après, quand les bébés ils auront l'âge de ses parents, ils vont faire la même chose. Cette image des enfants, ma femme, le chien, le pigeon Gilbert en train de se promener, c'est un cliché du bonheur. C'est un cliché qui n'est pas simple à avoir, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout, on se tient la main, on ramasse des choses par terre et la vie est belle. C'est le bonheur. Tu vois, en bas, si on regarde bien, si on est sage, parfois on peut voir des saumons. Ces petits et ces grands bonheurs sont menacés? Oui, on tape sur le chasseur, un gros imbécile aviné. Par contre, en beaucoup de chasseurs, il y a un protecteur à la nature, il y a un grand connaisseur de cette nature. On ne peut pas vivre dans la nature et la méconnaître. Il y a un acquis légué par des siècles de culture et de pratiques et que l'on voudrait éradiquer d'un coup de crayon, d'un coup de discours démagogique. Ceux qui ont choisi d'épouser cette culture, on n'a pas le droit de leur enlever, on n'a pas le droit de les aliéner. Vous battez contre ces menaces, mais vous prévenez, touche pas mon ortolan. Touche pas mon ortolan, c'est un cri de colère et une alerte que je lance à tous les décideurs, à tous les démagogues, à tous les gens qui veulent faire pleurer dans les chaumières. Pourquoi l'ortolan? Pourquoi pas touche pas mon cerf, touche pas mon lièvre? Mais l'ortolan, c'est 20 siècles de culture. L'ortolan est quelque chose de tellement insignifiant et tellement important à la fois. Et cet ortolan-là, c'est un Graal pour beaucoup et un sujet tabou pour d'autres. C'est l'expression culturelle de tout un peuple, qui est le peuple landais, qui est un peuple modeste, qui a vécu de pas grand-chose pendant des siècles, dans des marécages, où il observait la nature, pitait sur des échasses, et en observant le rythme de la nature, chaque saison apportant cette chose supplémentaire qui va apporter un petit plus pour se nourrir ou pour commercer. Ça peut être la pibale, ça peut être la palombe, ça a été l'ortolan parce qu'il a eu la sagesse, le landais, de comprendre que l'ortolan, on pouvait l'attraper vivant, l'engraisser
et faire plaisir aux grands en étant manant. Dans toutes les cours royales, il y a eu de l'ortolan servi. C'est quand même extraordinaire qu'un type du fin fond de la campagne puisse faire remonter ça dans les palais élyséens ou versaillais. C'est si bon que ça? L'ortolan, c'est quelque chose de merveilleux. C'est comme... c'est un tout petit oiseau de la grosseur d'un gros abricot, quoi, mais quand on le met en bouche, il y a cet aspect gras qui envahit les papilles, un gras qui pourrait être le gras du meilleur des foie gras que l'on pourrait produire, ainsi que je ne sais pas quoi de plus, d'exceptionnel. Et ensuite, il y a toute une succession de goûts qui arrivent avec les entrailles, avec le foie, avec la chair elle-même, les petits magrets, les petites cuisses, et ce fumet qu'il y a avant de le déguster. Si l'on s'enferme sous une serviette, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est formellement interdit. Que des vieilles images qu'on puisse montrer. Depuis 1999, cet oiseau est devenu espèce protégée. Et il semblerait que ce soit irrévocable, ce qui me révolte complètement. Parce qu'on n'a pas le droit, de nous laisser sans pouvoir chasser l'ortolan. Oui, je suis prêt dans mon combat, et beaucoup sont prêts comme moi, jusqu'à terminer en prison, ça n'est pas un problème. Gibier de potence pour... Gibier de potence, gibier de pitance. Mais beaucoup sont prêts jusqu'à aller en prison. Vous êtes ému quand vous parlez de ça? Oui, je suis ému parce que très en colère, parce que c'est l'expression de tout un peuple de gens simples et modestes que l'on a éradiqué d'un coup de crayon. Tout un peuple qui n'est pas fautif. Tu vois, t'as deux linots là, deux linottes. Un couple, un mâle et une femelle. Ça, c'est la petite femelle. Comme ça, tu vas voir la différence du plumage. Mais coincé là-bas. Allez, viens, cocotte. Tu vois? Là, tu as le mâle qui est légèrement rosé. Beaucoup plus rosé au printemps et en été. Et la femelle. La linotte est un oiseau très, très gras. C'est le fameux linot. Tu vois la graisse qu'il y a? Ouais. C'est un vrai régal. C'est un oiseau qu'on a attrapé énormément. Linotte mélodieuse. Elle chante très, 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 très bien. C'est bien bon à manger, mais comme c'est pas une alouette des champs, qui est la seule autorisée à attraper à la matole, eh bien, on va le relâcher. Alors tu vas écouter ce petit chant. Il va nous dire merci, au revoir, je sais pas, écoute bien. La chasse de l'alouette est vraiment faite pour apprendre à reconnaître les autres oiseaux. Ben, c'est un grand cours d'ornithologie, surtout pour les gamins. Moi, j'ai appris sur le terrain. J'avais mon petit bouquin que j'ai eu comme cadeau très jeune, à la première communion, je crois. Et ça a été mon guide sans arrêt, et avec mon grand-père, avec mon père, qui me guidait là-dessus. Arrivé à un moment, je crois que l'élève a dépassé le maître. Tu vois, celle-là est mal tendue, elle n'est pas taillée. Pas assez fin. Il faut que ce soit vraiment tendu, très fin. Tu vois, pour installer une matole, il te faut un sol bien plan comme celui-ci, comme tout ça a été dégagé. Et avec le dos de ta matole, tu en fais un sol frais, comme ceci. On va fixer la matole au sol avec ces deux petites barres de fer. On va poser la matole sur le petit bout de la tire-bille, le grand bout servant à maintenir le demi-cercle qui va tenir la matole en tension. On va mettre un petit peu de grain comme appât. Je prends ce caillou qui va faire office d'oiseau. Il va les picorer, trébuche sur le demi-cercle et on a tout à loisir de faire ce que l'on veut de l'oiseau, c'est-à-dire le relâcher à 95% du temps, puisque 95% des oiseaux ne va pas être alouette des champs. Tiens, Maximin, tu as un petit rouge-gorge, tiens là. Un robin des bois. Ça, c'est sympa. Ah ouais. Regarde ça. Tu connais ça?
Le grand magicien. Vous savez comment on apprivoise vite un petit oiseau? Faut pas rêver, hein, il n'est pas apprivoisé. Il est en catalepsie. Tu vois, il dort. Allez, Robin, tu t'en vas? Cette abolition de ce privilège des modestes, c'est un véritable scandale. C'est un scandale, c'est une atteinte à la culture. Nous sommes des parias par rapport à une certaine société. Nous sommes des cagots. Cagots est un mot bien béarnais. C'était les lépreux et compagnie, mais que l'on mettait de côté et qui avaient tout pour être en dehors des autres. On veut nous faire jouer à quoi? À Internet, à machin, tout ça. Mes enfants, je ne veux pas qu'ils jouent à la Game Boy. Ils le feront s'ils le veulent. Mais je préfère qu'ils aient une connaissance beaucoup plus saine, beaucoup plus simple dans la nature que d'aller vers tous ces artifices. Ça n'a pas l'air de passionner votre chien, l'eau. Titi, c'est le seul labrador au monde qui n'a pas le rapport et qui n'aime pas l'eau. C'est quand même extraordinaire. Ah, vous avez un labrador qui n'aime pas l'eau? Ouais, mais c'est un super copain. Hein, mon chien? Vous cherchez quoi? Une petite bête avec des pinces, ça s'appelle des écrevisses. Ah! J'en ai une petite dans les herbes. Ah, vraiment toute petite. Une petite de l'année. Par contre, je vais m'empresser de la mettre à l'eau parce que ça meurt très très vite, c'est très fragile. Hein? Hop là! Elle fait pas la maille, celle-là? Non. Elle fait pas encore un 9 cm, elle doit faire 6 à peu près. Non, mais c'est pas grave, ça. Ça fait plaisir d'en voir. J'espère qu'on va en voir des grosses un peu plus loin. S'il y en a des petites... S'il y a des petites, c'est qu'il y a les mamans quelque part, hein. Mais vous seriez pas en train de braconner, là? C'est juste pour en montrer une ou deux aux enfants, pour pouvoir en parler. Et pour m'assurer que ces petites bêtes vont bien. Vous les remettez à l'eau? Bien sûr. C'est quand même exceptionnel d'avoir un ruisseau à écrevisses. Oui, c'est pour ça, c'est précieux, c'est exceptionnel. Un petit rue comme ça qui n'est pas embêté, qui prend sa source un peu plus loin et qui n'a de vie que sur 400 mètres, quoi. Après, il est mort, à la première maison, au premier nitrate, premier phosphate, premier lisier qui coule. Ça passe derrière chez moi et chez moi, il est complètement eutrophisé, quoi. Donc, écrevisse, symbole d'amour que vous bien aimez. sûr. Il y a même des gamards dans ce ruisseau. C'est très beau, c'est vraiment très, très beau. Allez, rejoindre les enfants. Oh, regarde, là, on a plein. Oh, il y a un petit champignon, là. Oh, c'est bon, il y en a assez. On les a pour papy Robert à la palombière. On va pas tous les donner après. Mais non, on lui a rien emporté pour la palombière. Allez. Vous pensez que le monde citadin est capable de comprendre ce que vous dites? J'ai peur qu'un jour, on nous enferme dans un musée, que l'on nous regarde à travers des grilles ou qu'on nous balance des cacahuètes pour nous dire « rattrape-nous l'ortolan, on refait-moi pousser un haricot maïs ». Mais c'est une vision bien pessimiste. Moi, je suis persuadé que dans un siècle, admettons, dans un siècle, tout ira beaucoup mieux. Parce qu'on aura résolu beaucoup de problèmes environnementaux, etc. Il y aura eu de la casse, certainement. Hein. Et tout ça ne se fera pas sans mixité des cultures, des peuples, des religions. Très important, les religions, parce que ça forme des... Et je vois tout ça dans un siècle bien brassé et avec des traditions bien maintenues dans chaque endroit. Et des ortolans à Noël? Des ortolans à Noël, oui, bien sûr. Dans un siècle, ils les auront. J'en suis sûr. Je ferai tout pour.